Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans un sujet que peu de gens osent aborder, mais en chuchotant. Vous êtes au Moyen Âge. Il est à peine l'aube, et déjà vos pieds sont glacés par la terre encore humide de rosée. Autour de vous, le village s'éveille en bâillant, mais vous portez l'eau. Oui, ce soir, on va parler de ces métiers éreintants, invisibles, brutaux même, que les femmes ont dû exercer au fil des siècles sans jamais vraiment avoir leur mot à dire. Et on commence tout de suite avec une corde rêche sur vos épaules et 2 seaux d'eau glacée qui vous cognent contre les cuisses. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire, d'où écoutez-vous ce soir et il est quelle heure chez vous? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes porteuse d'eau dans un petit village rural du XIIe siècle. Votre journée commence bien avant que le coq ne pense à chanter. Dans la brume matinale, vous chaussez vos sabots en bois, ou parfois simplement vos pieds nus parce que les semelles, ça s'use et personne ne vous en offre de nouvelles. Le puits communal est à presque 1 kilomètre de votre chaumière, à travers champs et ronces. La terre est détrempée, vos jupes s'alourdissent à chaque pas, et vous marmonnez un petit chant pour garder le rythme. Ce chant-là, vous le connaissez par cœur. Il est presque devenu une berceuse que vous vous chuchotez à vous-même pour supporter le poids. Vos seaux sont en bois cerclés de fer, lourds même vides. Plein, c'est une autre histoire. Ils pèsent à eux seuls ce que vous aimeriez peser en fin de journée, après avoir tout perdu en sueur. On parle souvent des chevaliers, des archers, des tailleurs de pierre, mais très peu des femmes comme vous qui assuraient littéralement la survie du foyer en transportant chaque goutte nécessaire. Il faut dire que l'eau, à cette époque, n'est pas qu'un luxe. C'est un bien vital et dangereux. Trop sale et vous tuez votre famille. Trop rare et vous perdez leur estime. Un petit accident, un seau renversé, et c'est une demi-journée à recommencer. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines porteuses d'eau étaient rétribuées en nature ou si leur tâche était simplement considérée comme une extension silencieuse du devoir conjugal. L'amour, version médiévale. Chérie, t'as rempli la bassine? Une fois rentré avec votre fardeau, pas de répit. Il faut verser dans l'auge des bêtes, remplir la marmite pour la bouillie d'orge, préparer l'eau de toilette pour les enfants. Et vous espérez qu'ils ne renverseront pas tout dans la minute. Ce métier de porteuse d'eau est ingrat aussi parce qu'il est sans fin. Vous partez chercher de l'eau avant le lever du soleil, et parfois on vous appelle encore au crépuscule. « Oh, tu pourrais nous en ramener un peu plus pour la tisane? » Bien sûr, ce n'est pas comme si vos bras n'étaient pas déjà en feu. Et puis il y a la corde, celle qui passe derrière votre cou ou sur vos épaules pour équilibrer les 2 seaux. Ce lien rugueux laisse une marque rouge permanente. Certains jours, vous sentez que la corde est là, même quand vous ne la portez pas, comme une mémoire douloureuse dans la chair. Une anecdote conservée dans les chroniques de Dijon parle d'une femme connue sous le nom de Margot la boiteuse. Elle aurait porté l'eau pour 3 familles en échange de restes de repas jusqu'à ce que son dos s'effondre un matin d'hiver. Son surnom ne venait pas d'une malformation de naissance, mais bien d'années de service. Et le plus tragique, on se souvient d'elle uniquement pour sa démarche. En hiver, l'eau gèle avant même d'arriver à destination. Alors vous la couvrez, vous soufflez dessus, vous priez pour que le feu soit déjà allumé à la maison. Et en été, elle s'évapore ou se renverse à chaque pas maladroit. Les femmes comme vous étaient de véritables artistes de l'équilibre, mais sans applaudissements à la fin du numéro. Votre quotidien ne laisse pas de place à l'improvisation. Chaque geste est mesuré, chaque trajet optimisé. Vous êtes le GPS de votre propre fatigue. Et si vous êtes enceinte, ce qui est fréquent, alors tout ce travail se fait avec un ventre arrondi et une vessie prête à trahir vos efforts à chaque chaos. Les enfants vous suivent parfois, rient dans la boue,
jouent à cache-cache entre les herbes hautes. Et vous priez pour qu'il ne tombe pas dans le puits, ou qu'il ne vous fasse pas tomber vous. Au village, certains hommes plaisantent. « Ah, si ma femme pouvait porter mes soucis comme elle porte ses seaux. » Hilarant. Vraiment. Vous souriez poliment parce que vous n'avez ni le temps ni la force de leur balancer un seau au visage. Même si, avouons-le, ce serait très satisfaisant. Mais au fond, vous savez que sans vous, rien ne tourne. Pas de bouillon sans eau, pas de lessive, pas de pâte, pas de bain. Votre travail est invisible, mais vital. Et même si vos bras tremblent à la fin de la journée, même si vous rêvez d'un monde avec des robinets magiques, vous recommencez. Encore et encore. Alors ce soir, alors que vous vous allongez, imaginez vos pas dans la boue, vos mains calleuses serrant les poignées de bois et le doux clapotis de l'eau qui accompagne votre respiration. Même dans l'épuisement, il y avait un rythme, un balancement, une berceuse portée par deux seaux. Vous avez à peine eu le temps de reposer vos bras que déjà, une autre odeur vous appelle, une odeur persistante, impossible à ignorer, quelque part entre le ragoût de tripes abandonnées et l'intérieur d'une botte mouillée. Bienvenue dans la tannerie. Vous êtes tanneuse, et même si vous n'avez jamais demandé ce rôle, il vous est tombé dessus comme une peau mal grattée. Votre père est mort de ce qu'on appelle poliment une toux obscure, et comme votre frère est à la guerre et que personne d'autre ne veut de cette place, c'est vous qu'on envoie frotter la chair morte. La tannerie est située à l'extérieur du village, juste assez loin pour ne pas heurter les narines délicates des bourgeois. À votre arrivée, l'air est déjà saturé de relents. On dit que certaines tanneuses perdirent leur odorat au bout de quelques mois. Une bénédiction déguisée. Vous commencez par récupérer les peaux brutes. Certaines sont encore tièdes. D'autres, disons qu'elles ont passé un peu trop de temps à l'air libre. Vous les grattez, les trempez dans des bains qu'on évite de décrire aux enfants, des cuves pleines d'urine humaine, de fientes animales, de cervelle écrasée. Oui, vous avez bien entendu, de la cervelle. On pensait que ça adoucissait le cuir. Peut-être. Mais ça ne fait rien pour votre estomac. Vos mains, au début, protestent. Elles gonflent, elles saignent, elles se couvrent de petites brûlures que vous ne pouvez même pas désinfecter. Mais au fil des semaines, elles deviennent du cuir elles-mêmes. Une peau dans la peau. Et pourtant, malgré la rudesse du travail, vous développez une étrange forme d'expertise. Vous savez au toucher si une peau vient d'un mouton d'hiver ou d'un veau de printemps. Vous entendez, à la manière dont elle se froisse, si elle a été salée correctement. Vous devenez l'œil et la main du métier, sans même l'avoir voulu. Une chronique de Lyon raconte le cas d'une certaine Perrine, tanneuse au 15e siècle, qui aurait développé une forme de cataracte très jeune à force d'exposition aux vapeurs acides. Elle continuait pourtant son travail, mémorisant les gestes et les textures par cœur. À sa mort, on dit que même les hommes du métier venaient demander conseil à sa fille, qui avait hérité de ses cicatrices. Et puis, il y a les jours de pluie. Vous pensez qu'ils vous offriront un répit? Non. La pluie fait gonfler les peaux, ralentit le séchage, rend les planches glissantes. Vous vous retrouvez à porter 50 kilos de cuir détrempé avec des sabots qui crient sur chaque pierre. Tomber ici, c'est comme tomber dans une soupe aux organes, sans le pain pour tremper. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines tanneuses avaient des protections pour les mains ou des outils spécifiques à elles. Les sources sont floues. Ce qu'on sait en revanche, c'est que leur espérance de vie était souvent plus courte que celle des paysannes ordinaires. Les produits chimiques naturels, parce qu'à cette époque, la nature est déjà un laboratoire, font leur œuvre lentement, mais sûrement. Vous avez aussi affaire avec les inspecteurs. Pas officiels, non. Plutôt les notables qui passent vérifier si le cuir ne sent pas trop fort, s'il est assez souple pour les bottes du seigneur. Eux, ils se pincent le nez. Vous pincez les lèvres.
parce que leur mépris est pire que l'odeur. Et pourtant, une blague circule dans les tavernes. Il vaut mieux épouser une tanneuse qu'une tisserande. Au moins, elle ne ment pas sur sa puanteur. Charmant. On sent l'élégance chevaleresque à plein nez. Parfois, vous trouvez dans les peaux des choses inattendues. Des morceaux de corde, un anneau, une lettre. Une fois, même une petite médaille religieuse cousue contre le flanc d'une vache. Vous la gardez, pas vraiment pour prier, mais pour avoir quelque chose de propre à toucher dans votre poche. Le travail dure toute la journée. Vous passez de l'eau à la chaux, de la chaux aux enzymes, des enzymes à l'huile de poisson rance. Le tout en silence, sauf pour les éternuements. Et parfois, vous vous surprenez à rêver d'un autre métier. Même bouchère. Même. Non, en fait, pas bouchère. Le soir, vous sentez encore les odeurs, même après vous être lavé, si tant est que vous ayez eu accès à de l'eau propre. On vous regarde de travers à la messe. Les gens reculent d'un pas quand vous entrez dans une pièce, comme si l'odeur allait contaminer leur âme. Et pourtant, quand les bottes du châtelain brillent sous le soleil, c'est grâce à vous. Quand une bourse de cuir claque fièrement à la ceinture d'un marchand, c'est votre travail. Et personne ne le dit. Vous êtes l'ombre derrière la forme, la main qui tord, gratte, rince, polit et disparaît. Alors ce soir, allongez-vous. Inspirez doucement, sans crainte. Imaginez-vous, non pas dans l'odeur, mais dans la texture, la douceur finale d'un cuir bien tanné, le bruit régulier de l'eau qui goutte, de la lame qui glisse, du vent qui sèche. Vous avez tenu. Vous tiendrez encore, même si personne ne vous remercie jamais. Le moulin n'a pas toujours été silencieux. Il y a encore quelques mois, c'est votre mari qui tournait la meule, qui graissait l'axe, qui discutait avec les clients. Vous étiez l'ombre bienveillante derrière le contrevent, celle qui préparait le repas, surveillait les enfants, raccommodait les sacs de grains. Et puis un matin, il est tombé, littéralement. Le souffle partit comme un fétu de paille. Une attaque ou peut-être la malédiction du boulanger, allez savoir. Depuis, c'est vous la meunière. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence administrative. Quelqu'un doit faire tourner le moulin, sinon le village entier manque de pain. Et ce quelqu'un, c'est vous, à votre manière. Le moulin est un vieux bâtiment grinçant, tout en bois noirci et pierre moussue. Les engrenages, vous les comprenez à peine. Vous avez appris à les écouter. Le clac, clac, clac signifie que l'axe n'est plus aligné. Le frottement sec, une pierre qui se détériore, le silence total, là, vous courez parce que quelque chose a rompu. Vous êtes seul, mais pas vraiment. Il y a toujours une file de clients, des femmes parfois impatientes, des hommes condescendants et quelques enfants envoyés en éclaireur. Chacun vient avec ses sacs de grains, bien ficelés, soigneusement pesés. Et chacun attend la même chose, repartir avec de la farine. Sauf que vous devez d'abord gérer la meule, la trémie, le tamis, les sacs et les accusations. Ah, les accusations. Dès qu'un pain ne lève pas, c'est la faute de la farine. Trop fine, c'est que vous volez du grain. Trop grossière, vous êtes incompétente. Vous vous souvenez de cette vieille dame qui a jeté un caillou dans la trémie en prétendant que ça portait chance. Vous avez passé l'après-midi à écouter la pierre cogner et à prier pour ne pas casser la meule. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes meunières percevaient les mêmes droits de mouture que les hommes, ou si elles devaient rendre une plus grande part au Seigneur. Une chose est sûre, quand vous livrez la farine, vous ne recevez pas un merci, mais un regard de biais, comme si vous étiez en train de trafiquer une forme primitive de bitcoin féodal. Un jour, un chevalier en déplacement vous a demandé d'où venait le grincement étrange. Vous avez répondu qu'il venait du blé un peu humide. Il vous a regardé comme si vous aviez dit que le ciel était carré. Pourtant, vous aviez raison. Vous sentez l'humidité dans les sacs, vous touchez les grains et vous savez. La pluie ne ment jamais. La pression est constante. Chaque erreur peut coûter 1 mois de réputation. Chaque client qui repart, mécontent,
est une menace de dénonciation. Le meunier, en ces temps-là, était presque aussi mal aimé que le collecteur d'impôts. Et maintenant, c'est vous qui héritez de ce charmant statut. Et puis, il y a les corvées annexes. Nettoyer les pierres de meule avec du pain rassis. Dégager les canaux d'eau quand les roseaux les envahissent. Huiler les engrenages avec de la graisse de porc qui colle partout, même dans vos cheveux. Sans parler des rats, ces petits seigneurs nocturnes qui grignotent les sacs et ricanent dans l'ombre. Un récit conservé dans les archives de Toulouse parle d'une meunière nommée Alix, accusée d'avoir ensorcelé la farine d'un prêtre. Il avait des crampes d'estomac, elle a fini sur le bûcher. Heureusement, vous n'êtes pas encore dans les livres. Mais parfois, l'ombre d'Alix vous accompagne dans la poussière du matin. Et parlons-en, de la poussière. Vous toussez, vous crachez blanc. La farine s'insinue partout, dans vos narines, vos paupières, même vos rêves. Parfois, la nuit, vous vous réveillez en sursaut, croyant que la meule tourne sans vous. Une plaisanterie populaire dit « Si tu veux que ta femme parle moins, fais-lui porter le moulin. » Vous ne savez pas si vous devez rire ou rouler des yeux. Mais franchement, vous n'avez plus assez d'énergie pour les deux. Et pourtant, malgré tout ça, il y a un rythme. La roue tourne avec régularité, l'eau clapote, les grains glissent, crissent, se transforment. Il y a quelque chose d'hypnotique dans cette transformation lente, un peu magique. Vous prenez ce qui pousse dans la terre et vous le réduisez en poussière nourrissante. Vous êtes une alchimiste fatiguée et dans ce chaos méthodique, vous trouvez votre place. Personne ne vous applaudit, mais chaque miche de pain du village porte la trace de vos efforts, invisible mais indispensable. Alors ce soir, alors que vous vous enfoncez doucement dans votre oreiller, écoutez le murmure de la roue, la mélodie sourde du frottement, la chanson de la meule qui tourne encore. Vous avez nourri un village entier. Vous avez tenu bon entre le bois, l'eau et la pierre. Vous vous levez avant l'aube. Non pas parce qu'on vous appelle, mais parce que les arbres vous appellent. Ils fument. Ce matin encore, le ciel est bas, et vous espérez que la pluie vous laissera au moins 2 jours pour surveiller la combustion. Vous êtes charbonnière, et votre métier se fait dans l'ombre, au fond des bois, loin des églises et des bavardages du bourg. Une femme seule parmi les troncs noirs qui transforment le bois en feu, puis en poudre noire. Votre cabane tient debout parce que vous avez décidé de le vouloir. Elle sent la suie, la terre humide et un peu de ragoût de navets séchés. Pas très glamour, mais c'est votre royaume. Vous passez vos journées à entretenir les meules, ces monticules de bois soigneusement empilés, recouverts de mousse, de terre et de feuilles pour limiter l'oxygène. Trop d'air et tout s'embrase. Pas assez, et ça s'éteint. Vous vivez littéralement dans l'équilibre entre la vie et la fumée. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes charbonnières travaillaient toujours seules ou en petits groupes familiaux. Certaines sources parlent de lignées de femmes vivant recluses, d'autres évoquent des condamnés qui n'avaient pas d'autre choix. Mais ici ce soir, c'est vous, seul. Et vous ne seriez pas surprise si les loups venaient vérifier votre cuisson. Les journées sont lentes, vous ne pouvez pas vous éloigner trop longtemps, sinon la meule souffle, comme disent les anciens. Cela signifie qu'elle respire mal, qu'elle s'effondre, ou pire, qu'elle explose. Oui, ça peut arriver. Une fois, vous avez trouvé des morceaux de bois projetés à 10 mètres, plantés dans le sol comme des javelots silencieux. Et bien sûr, la fumée. Elle est partout, dans vos cheveux, dans vos narines, dans la soupe. Elle vous suit comme un manteau invisible. Vous sentez le feu même quand vous êtes à genoux dans le ruisseau. Et pourtant, elle vous rassure. Elle dit que le charbon vit encore, qu'il se transforme. Le charbon que vous produisez servira à tout. Chauffer les forges, cuire le pain, durcir les lames. Mais vous ne voyez jamais ses usages. Vous voyez seulement la fumée qui grimpe lentement vers le ciel et les cendres qui s'infiltrent sous vos ongles. Une anecdote amusante, si on peut appeler ça comme ça, vous revient. Une fois, en pleine nuit,
un prêtre a débarqué dans votre clairière. Il croyait que vous faisiez de la sorcellerie, que vos meules étaient des cercles magiques. Il a jeté de l'eau bénite sur l'une d'elles. Elle s'est effondrée. Ironie divine. Il a fallu qu'il vous aide à tout reconstruire, les manches retroussées, en marmonnant des psaumes pour s'excuser. Le pire, ce ne sont pas les gens. C'est le silence. Un silence total, épais, pesant. Il est coupé seulement par le craquement du bois, le bruissement des feuilles ou parfois le hurlement lointain d'un animal. Il vous oblige à penser. Et certaines pensées, vous préféreriez ne pas les avoir. Et puis il y a les nuits. Ah, les nuits. Vous dormez avec un œil ouvert, une oreille tendue. Le feu peut se dérégler à tout moment. Et vous savez ce que ça coûte. Une semaine de travail partie en flamèche. Vous êtes là, sous votre couverture qui sent le suif, à scruter les petites fumées bleues qui trahissent un effondrement imminent. Une chronique anglaise du XIVe siècle raconte l'histoire d'une veuve noire des forêts, surnommée ainsi parce que toutes les meules qu'elle surveillait produisaient un charbon d'une noirceur parfaite. On ne sait pas si c'était du génie ou juste une excellente terre argileuse. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne parlait jamais à personne. Vous commencez à la comprendre, et parfois, une joie. Un rouge-gorge qui vient se poser sur votre hache. Un lièvre qui vous regarde sans peur. Des champignons étranges que vous ne cueillez pas, mais que vous admirez comme des bijoux tombés du ciel. La forêt n'est pas gentille, mais elle est honnête. C'est déjà beaucoup. Vous mangez peu et mal. Un peu de pain sec, des herbes, parfois un œuf trouvé par miracle. Votre estomac grogne comme un vieux chien, mais vous l'ignorez. Vous avez appris à être plus forte que la faim. Pas par héroïsme, par nécessité. Les villageois ne viennent qu'une fois par semaine pour prendre le charbon. Ils vous pètent en sel, en clous, parfois en silence poli. Certains vous évitent du regard. D'autres vous murmurent un « merci » comme s'ils s'adressaient à une créature d'un conte de la forêt. Et vous reprenez votre ronde. Vous tâtez les meules, vous ajustez les ouvertures, vous écoutez la respiration lente du bois qui se transforme. Et vous continuez, encore et encore. Alors ce soir, allongez-vous. Fermez les yeux. Imaginez ce feu lent, maîtrisé, qui crépite doucement sous la mousse. La forêt autour de vous ne veut rien. Elle vous enveloppe. Vous êtes invisible, mais puissante. Une femme de fumée et de silence. Ce n'est pas un hôpital comme vous l'imaginez. Il n'y a pas de mur blanc, pas d'odeur de désinfectant et encore moins de silence. Vous êtes servante dans un hôpital médiéval, un endroit qui tient autant de l'auberge que du sanctuaire, où les soins ressemblent parfois plus à des prières qu'à de la médecine. Dès que vous poussez la porte, c'est une avalanche de sons et d'odeurs. Gémissements, rires délirants, ronflements, odeurs de sueur, de bouillie, de blessures non pensées. Le sol est en terre battue, parfois recouvert de paille, parfois glissant de choses qu'on préfère ne pas nommer. Et vous, au milieu de tout ça, vous tenez une bassine. Votre travail? Officiellement, assister les malades. Officieusement, tout faire. Vous portez les repas, videz les pots de chambre, lavez les draps, massez les pieds ulcérés, humidifiez les lèvres craquelées. Vous changez les pansements, souvent sans savoir ce qu'ils contiennent. Miel, suif, herbes broyées, onguents à base de plomb. Le tout appliqué avec les mains que vous venez à peine de rincer dans une cuvette grise. Le plus difficile, ce sont les regards. Certains patients vous implorent, d'autres vous fixent sans voir. Et il y a ceux qui vous accusent en silence de ne pas soulager leur douleur assez vite. Mais vous continuez, parce que s'arrêter serait pire. Une fois, une vieille femme vous a mordu alors que vous lui tendiez une cuillère de soupe. Elle croyait que vous étiez la mort. Vous lui avez souri. Elle a recraché la soupe. Vous avez nettoyé. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces hôpitaux étaient vraiment des lieux de soins ou plutôt des refuges pour mourir proprement. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes souvent la dernière main que certains touchent, et la première qui doit laver leur corps une fois qu'ils sont partis.
Il n'y a pas d'eau courante. Vous allez la chercher, encore et encore. Vos bras ne se reposent jamais. Vos pieds sont couverts de cloques, mais vous marchez quand même, parce que les moines comptent sur vous. Officiellement, ce sont eux les guérisseurs. Officieusement, sans vous, rien ne tourne. Vous vous souvenez d'une anecdote, encore vive dans votre mémoire. Un jour, une nonne a oublié un bol de décoction sur une étagère. 2 jours plus tard, un patient a bu l'infusion fermentée par erreur. Il s'est senti mieux, a dansé pendant 1 heure, puis s'est effondré. Est-ce le remède ou le hasard? Personne ne saura jamais. Mais depuis ce jour-là, vous ne laissez jamais un bol sans surveillance. Et les infections? Vous les voyez venir. Un doigt bleu, une plaie qui grésille, une odeur douceâtre qui trahit la fièvre. Vous n'avez pas de thermomètre, mais votre paume suffit. Vous touchez un front et vous savez. Et parfois, ça ne sert à rien parce que le corps est déjà en train de lâcher. Le linge, vous le lavez dans une bassine commune. L'eau devient rouge, puis brune, puis vous changez d'eau, si vous en avez. Vous frottez avec du savon gris ou de la cendre si le savon manque. Vos doigts sont toujours trempés, toujours craquelés. On dit que les servantes d'hôpital n'ont plus d'empreintes après 6 mois. Et pourtant, parfois, vous riez. Oui, même ici. Une fois, un vieil homme a confondu votre seau de nettoyage avec son pot de chambre et vous a remercié en vous appelant « Madame la Duchesse ». Vous avez pris une révérence avant de reprendre votre serpillière. Il y a une légende dans votre hôpital, la chambre douce. Une pièce où les patients dorment bien, où les fièvres retombent. Personne ne sait pourquoi. Certains disent que c'est l'orientation, d'autres pensent que les planches du plancher chantent une berceuse. Vous ne croyez à rien de tout ça, mais vous aimez y travailler. L'air y est différent. Parfois, vous rêvez de partir, de fuir ce lieu de sueur, d'épuisement, de maladie. Mais le monde extérieur n'est pas plus doux. Au moins ici, vous savez à quoi vous vous levez chaque matin, à l'urgence, à la misère, mais aussi à l'utilité. Votre utilité. Vous ne soignez pas, vous soulagez. Vous ne guérissez pas, mais vous accompagnez. Vous n'êtes pas une sainte, ni une sorcière, ni une héroïne. Juste une femme qui essuie, masse, prépare, nettoie et recommence. Alors ce soir, alors que vos paupières deviennent lourdes, imaginez les draps que vous lissez, les visages que vous apaisez, les bassines que vous videz en silence. Il n'y a pas de gloire dans ce travail, mais il y a un rythme, un souffle, un geste répété qui rassure. Le froid est mordant, mais vous êtes déjà dehors. Il n'y a pas de répit pour une laveuse. À genoux sur les pierres humides du ruisseau, vos doigts plongent dans une eau qui mord comme une bête invisible. Vos ongles sont bleus, vos genoux s'engourdissent, mais vous frottez. Encore et encore. La buée de votre souffle se mêle à la vapeur des vêtements mouillés. Ce matin, on vous a apporté une pile de chemises, de braies, de draps, tous tachés. Les nobles, évidemment, n'ont aucune idée de la difficulté à laver une nappe maculée de vin épicé ou un jupon imprégné de sueur parfumée. Vos outils, une planche rugueuse, une brosse de chien-dent, du savon si vous en avez, sinon de la cendre de bois. Et parfois, dans les cas désespérés, un petit galet arrondi qui vous sert à battre les fibres jusqu'à ce qu'elles cèdent. Pas trop fort, sinon le tissu se déchire. Pas trop doucement, sinon la tâche reste. C'est un équilibre que vous maîtrisez mieux que quiconque. Dommage que personne ne le reconnaisse. Les historiens se disputent encore pour savoir si les laveuses étaient organisées en confréries ou si elles travaillaient indépendamment, de maison en maison. Vous connaissez chaque foyer, chaque préférence. Madame Untel veut que ses cols soient frottés avec douceur mais sans pitié. Monsieur Machin refuse qu'on touche à ses bas sans gants. Gants? Vous avez déjà perdu 2 couches de peau? À quoi bon un gant? Et le savon? Ah, le savon. Fait à la main avec de la graisse animale, de la soude et un peu de lavande si vous êtes chanceuse. Quand il mousse, c'est un miracle.
Quand il pique, c'est un mardi. Une anecdote amusante, si on veut, vous revient. Une fois, une servante a oublié un mouchoir brodé appartenant à la fille du Seigneur. Lavé à trop haute température, il est ressorti déformé. Le mouchoir, pas la fille. Résultat, la servante a été renvoyée et vous avez hérité de son tas de linge. Vous la remerciez à demi, tout en frottant le monogramme ridicule qu'elle avait raté. Le plus douloureux, ce sont les mains. Toujours plongées, toujours rougies. Vos phalanges craquent même quand vous dormez. Et vos genoux? N'en parlons pas. Les pierres du lavoir ne pardonnent pas. Vous avez tenté de vous agenouiller sur des chiffons qui se sont détrempés en 5 minutes. Tant pis. Vous souffrez, mais vous lavez. Et parfois, il y a les remarques. On vous glisse quelques pièces avec un sourire compatissant. Merci, ma pauvre, vous avez bien du courage. Non, pas du courage, du besoin, de la survie, et une colère tranquille, enfouie comme la crasse dans les ourlets. Les jours de gel, le ruisseau devient une ennemie glaciale. Vous cassez la surface avec un bâton, en priant que la couche ne soit pas trop épaisse. Une fois, vous avez glissé. Le savon est parti en aval, et vous l'avez poursuivi, en courant comme une folle, parce qu'un savon, c'est une semaine de salaire. Une autre fois, un gamin du village vous a lancé. Tu dois être la plus propre de toutes. Vous avez ri. Pas fort, mais assez pour qu'ils ne comprennent pas, parce que vous savez très bien que vous sentez le linge moisi, que votre tablier est trempé en permanence et que l'odeur de savon ne tient jamais sur vos mains. Non, vous n'êtes pas propre. Vous êtes lavé par procuration. Les vêtements nobles sont les pires. Soie fragile, dentelle absurdement fine, boutons cousus à l'or. Et qui doit rattraper les dégâts, si une couleur déteint? Vous, bien sûr, avec vos prières et votre pâte de cendre. Les historiens s'accordent à dire que certaines laveuses développaient un véritable savoir-faire, presque scientifique. Vous savez comment mélanger les herbes pour détacher le vin. Comment faire bouillir le lin sans le brûler. Comment enlever l'odeur de mouton d'un manteau de laine sans le délaver. Vous êtes une chimiste, sans laboratoire. Mais personne ne vous appelle ainsi. On vous appelle simplement la laveuse, comme si votre identité se résumait à ce verbe. Et pourtant, vous êtes bien plus. Vous êtes celle qui efface les traces, qui fait disparaître les fautes. La mémoire du tissu passe par vos mains. Une fois, vous avez trouvé une lettre cachée dans une doublure. Vous ne l'avez pas lue, par respect, par peur. Vous l'avez séchée avec soin et replacée là où elle était. Un secret lavé, mais non trahi. Alors ce soir, reposez vos mains. Laissez l'eau s'éloigner. Fermez les yeux et imaginez le frottement lent, le clapotis apaisant, la mousse qui caresse la toile. Vous avez lavé les péchés du linge, porté la fatigue du monde sur vos poignets. Maintenant, c'est à votre tour de vous reposer. Vous avancez lentement, les pieds nus sur une croûte salée, le soleil vous frappant sans la moindre pitié. Il n'est même pas midi, et déjà votre dos vous supplie de vous allonger quelque part, n'importe où. Mais ce n'est pas le moment. Vous êtes fille de corvée dans les marais salants, et dans ce métier, on ne s'arrête pas. Le sol craque sous vos pas. Il colle, il blesse, il brûle. Parfois tout à la fois. Vous grattez, vous raclez, vous transportez. Le sel, cette petite merveille blanche si précieuse que certains l'appellent l'or cristallisé, est aussi votre pire ennemi. Il attaque vos articulations, irrite vos yeux et transforme chaque coupure en une douleur cuisante. Les marais sont découpés en bassins ou œillets que vous connaissez par cœur. Chaque nom, chaque angle, chaque tuyau de bois a sa logique. Il faut savoir quand ouvrir, quand fermer, quand évacuer. Sinon, c'est une journée de travail perdue, et peut-être un repas en moins. Les historiens se disputent encore,
pour savoir si les femmes travaillaient au marais toute l'année ou seulement durant les saisons de pointe. Ce qui est certain, c'est que les hommes récoltaient souvent, mais ce sont les femmes qui entretenaient les digues, surveillaient les niveaux d'eau, régulaient les flux, en silence, comme toujours. Vous vous souvenez encore de votre première récolte. Vous aviez les mains toutes neuves, encore pleines d'espoir. Vous aviez rêvé que le sel scintillerait comme des diamants sous le soleil. C'est vrai, pour 5 minutes. Ensuite, c'est juste aveuglant et coupant. Une anecdote circule à propos d'un inspecteur royal, arrivé un jour dans un marais pour évaluer la production. Il a tenu 15 minutes, avant de vomir, de perdre une chaussure et de tomber dans un bassin. On raconte qu'une fille des Salines lui a lancé un torchon en disant « Essuyez votre dignité, elle est trempée. » Vous n'avez jamais eu son aplomb, mais vous l'admirez en silence. Votre tâche du jour, c'est le raclage. Avec une sorte de râteau plat, vous ramenez les cristaux en petits tas. Ça a l'air simple, vu de loin. De près, c'est une danse pénible. Une jambe fléchie, l'autre tendue, les bras en tension. Et ça dure des heures. La posture vous brise, mais vous l'adoptez comme une seconde nature. Le vent peut être votre allié ou votre tortionnaire. Quand il souffle juste assez, il accélère l'évaporation. Quand il se lève trop fort, il soulève la poussière salée qui vous fouette le visage. Vous avez appris à plisser les yeux comme les vieux pêcheurs. Pas par coquetterie, par nécessité. Et puis, il y a les ampoules. Sous les pieds, sur les doigts, dans les plis de vos genoux. Le sel les ouvre, les agrandit, les transforme en crevasses. Vous les rincez avec l'eau des bassins. Ce n'est pas un soin, c'est une torture. Mais c'est ça ou rien. Vous êtes surnommée fille des larmes blanches. Ce n'est pas un compliment, c'est une constatation. Le sel coule en vous, sort de vous, vous modèle. Même vos cils sont souvent collés de cristaux à la fin de la journée. Vous clignez lentement comme une statue marine oubliée sur une plage. Un jour, un enfant vous a demandé si vous étiez faite de sel. Vous lui avez répondu « Presque ». Il a ri. Vous ne saviez pas si c'était une blague ou une prophétie. Certains soirs, vous rêvez de pluie. Pas pour boire, pour nettoyer, pour que tout s'efface, les rides, la poussière, la fatigue. Mais la pluie est un luxe que votre métier ne vous permet pas. Si elle vient trop tôt, elle ruine la récolte. Si elle tarde trop, elle vous fait oublier ce que c'est que d'avoir la peau douce. Les repas sont courts, souvent salés eux aussi. Du pain rassis, parfois trempé dans un peu d'huile, rarement du poisson. Et l'eau? Vous la portez comme toutes les autres. Elle n'est jamais assez fraîche, jamais assez claire. Mais vous la buvez quand même, en silence, assise sur un vieux seau retourné. Les autres filles sont comme vous, fatiguées, brûlées par le soleil, mais étrangement vivantes. Parfois, l'une d'elles chante. Un chant simple, monotone, qui berce les gestes et vous fait oublier un instant le poids du râteau. Et puis, il y a ces moments suspendus. Le soleil bas qui transforme les bassins en miroirs d'or. Le reflet de votre silhouette déformée, comme une sirène échouée dans un désert cristallin. Vous souriez malgré tout. Ce n'est pas beau, mais c'est à vous. Alors ce soir, laissez vos pieds reposer. Imaginez les cristaux qui fondent lentement, la brise qui sèche la sueur et le silence plat d'un marais salant au crépuscule. Vous avez raclé le monde aujourd'hui. Il est temps de vous abandonner à la nuit. Vos yeux fouillent le sol, encore et encore. Pas pour chercher des cailloux, ni même des pièces, vous cherchez des aiguilles, de minuscules éclats de métal, parfois tordus, parfois cassés, mais toujours utiles. Vous êtes ramasseuse d'aiguilles et chiffonnière. Un métier discret, humiliant parfois, mais indispensable à ceux qui n'ont rien. Ce matin, vous êtes arrivé avant les autres, armé de votre bâton en fer tordu, votre sac de toile à demi rapiécé et votre instinct. Vous connaissez les coins.
près de l'atelier de couture, derrière le marché aux étoffes, ou le long du mur où les tailleurs laissent traîner leurs déchets. Là, entre les bouts de fil, les morceaux de tissu, les os de viande abandonnés, vous fouillez. Vos mains sont rapides, mais prudentes. Une piqûre infectée peut signer la fin de votre semaine, ou de votre bras. Alors vous tâtez avec le bout du bâton, vous retournez les débris avec la semelle, vous grattez le sol comme une poule en robe de laine. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces femmes étaient vues comme des recycleuses d'ingéniosité ou simplement comme des mendiantes déguisées. Mais vous le savez, vous êtes l'un des maillons d'une économie de la survie. Vous récupérez ce que les autres jettent, vous réparez l'irréparable, vous revendez ce que personne ne veut plus voir. Une fois, vous avez trouvé une épingle d'argent, tordue mais intacte. Vous l'avez échangée contre une miche de pain, un demi-savon et même un morceau de ficelle. Une vraie fortune. Vous l'avez racontée pendant des jours à d'autres ramasseuses qui ont hoché la tête comme si vous aviez découvert une île au trésor. Les chiffons, vous les reconnaissez au toucher. Lin râpeux, soie fatiguée, laine grattante. Certains tissus sentent la lavande passée, d'autres la moisissure. Vous les classez, vous les lavez si possible, vous les pliez avec un soin presque affectueux. Ce que vous récupérez servira à bourrer des coussins, à faire des bandages, à raccommoder des vêtements d'enfants. Rien ne se perd, surtout pas dans vos mains. Une anecdote étrange vous revient. Une femme avait un sac rempli uniquement de manches gauches. Personne ne sait pourquoi. Peut-être un tailleur distrait, peut-être une superstition. Mais elle disait que les manches gauches étaient plus faciles à revendre. Un mystère de chiffonnière. La pluie est votre ennemi juré. Elle transforme les sols en boue, efface les contours, noie les aiguilles. Après une pluie, vous rentrez les mains vides, les pieds gelés, l'âme boueuse. Vous vous consolez en disant que demain, peut-être, quelqu'un renversera sa boîte à couture par inadvertance. Et puis, il y a les clients. Petits artisans, couturières fauchées, grand-mères habiles. Ils viennent discrètement, vous paient en farine, en œufs ou parfois en pain d'hier. Ils savent ce que vous valez, même s'ils ne le disent jamais. Vous êtes une sorte d'apothicaire du textile, une sauveuse de boutons perdus. Un jour, une fillette vous a demandé si vous étiez une fée. Vous avez ri. Elle insistait. Tu ramasses les choses que les autres ont oubliées. Tu les fais revivre. Elle n'avait pas tort. Vous ne volez pas. Vous redonnez. C'est votre magie à vous. Votre tenue, forcément, est un patchwork vivant. Des morceaux de tissu cousus là où le vôtre a cédé. Votre manteau est fait de 5 doublures différentes. Vos bottines, une combinaison d'au moins 3 paires anciennes. Vous êtes un musée ambulant, mais un musée qui bouge vite et qui sait repérer une épingle dans la paille. Les historiens parlent parfois des chiffonnières comme d'un résidu social. Mais ils oublient que sans vous, rien ne tient. Pas les vêtements, pas les coussins, pas les habitudes. Vous êtes la mémoire du tissu, la seconde vie des objets, et vous êtes rapide. Quand un tissu vous glisse des mains, vous le rattrapez avant qu'il touche le sol. Pas par orgueil, par entraînement, par respect. Pour vous, chaque morceau de ficelle est une promesse, une seconde chance. Le soir, vous rentrez avec votre sac, lourd de promesses. Vous triez à la lueur d'une bougie. Vous nettoyez, vous classez, vous rêvez peut-être. De quoi? D'un monde où l'on vous paierait un peu plus? D'un lit sec, d'une soupe chaude, d'un métier sans écharde? Peut-être. Ou simplement d'un lendemain sans bout. Alors ce soir, allongez-vous. Laissez vos épaules lâcher un peu. Imaginez le tissu doux entre vos doigts, le cliquetis des aiguilles, le froissement discret des poches pleines. Vous êtes la tisseuse de l'ombre, la réparatrice oubliée. Le monde tient par vos coutures. Les pores ne sont pas tendres et encore moins polis. Chaque matin, vous les appelez par leur nom, parfois affectueux, souvent sarcastiques. Groin-groin, le vicomte, biscotte, parce qu'il est roux et boudiné.
Vous êtes gardienne de porc, ce qui, au Moyen Âge, signifie essentiellement que vous êtes une bergère, pour bête malodorante, imprévisible et gloutonne. Le troupeau vous attend, déjà agité. Une trentaine de cochons de toute taille, qui n'ont aucun respect pour vos chaussures, votre autorité, ni votre espace personnel. Vous claquez la langue, tapez votre bâton contre le sol, et les voilà qui se mettent en marche, en grommelant comme une foule de clients grognons dans une taverne fermée. Votre destination du jour, le glandier. Une clairière dans la forêt, semée de chênes, où les porcs pourront se gaver de glands, racines et tout ce qu'ils trouvent. Il y a aussi des ronces, des crevasses, et peut-être un loup ou deux qui rôdent. Mais bon, qui a dit que c'était censé être reposant? Les historiens se disputent encore pour savoir si les gardiennes de porc étaient rémunérées en espèces ou simplement nourries-logées. Ce qui est certain, c'est qu'on attend d'elles qu'elles connaissent chaque animal, qu'elles puissent repérer un comportement inhabituel ou une disparition. Parce que oui, les porcs s'échappent, et vite. Ils ont des sabots, des muscles et un certain talent pour passer là où vous ne passeriez jamais. Une fois, Biscotte s'est glissé sous une barrière pour finir dans le jardin du prévôt. Vous l'avez poursuivi, priant pour qu'il ne déracine pas les poireaux du monsieur. Trop tard. Biscotte était déjà en train de creuser comme un forcené. Vous avez fini par l'attraper avec un bout de pain sec. Le prévôt n'a jamais su que son dîner avait failli venir avec ses racines. Votre tenue? Un tablier épais, un foulard serré sur les cheveux, des bottes pleines de boue, et un bâton, bien sûr. Il sert à guider, à défendre et parfois à vous donner un peu de contenance quand un paysan vous regarde de travers. Parce que oui, gardienne de porc n'est pas un métier prestigieux. On vous prend pour une demi-sauvage, une femme des broussailles. Mais ceux qui vous méprisent n'ont jamais eu à retenir un verra excité en rut, ou à séparer deux jeunes truies qui se battent pour un gland moisi. Vous êtes dresseuse, psychologue, stratège. Et parfois, punching ball. Il y a cette anecdote que vous aimez raconter à demi-voix. Une truie vous a une fois suivi jusqu'à la rivière. Elle est tombée dedans. Vous avez sauté pour la rattraper. Résultat, vous et la truie, trempée, couverte de vase, allongée sur la berge à vous fixer. Elle a éternué. Vous avez ri. Vous ne savez toujours pas pourquoi. Les cochons sont bruyants. Très. Mais vous avez appris à distinguer leurs cris. Il y a le cri de faim, celui de panique, celui de plainte théâtrale. Et puis le grognement content, celui que vous entendez quand ils trouvent une truffe. Pas une vraie, bien sûr. Juste un morceau de racine moelleuse. Pour eux, c'est pareil. La forêt est belle et dangereuse. Il y a des bêtes et des hommes. Parfois, vous croisez un chasseur. Il vous salue à peine. Une autre fois, c'est un ermite qui vous a proposé de bénir vos cochons contre les coliques. Vous avez décliné. Ils ont quand même eu la colique. Vous marchez toute la journée, parfois seul, parfois en fredonnant un air ancien, un chant hérité de votre mère qui le tenait de sa grand-mère. C'est un chant de guide, de lisière, de racines. Vous ne savez plus ce qu'il veut dire, mais les porcs semblent l'aimer, ou au moins ne pas le détester. Le retour est plus lent. Les bêtes sont repues, paresseuses, certaines refusent d'avancer. Vous les poussez, les suppliez, parfois les portez, oui, même Groin-Groin, qui n'est plus un porcelet depuis belle lurette. Vous êtes épuisé, vos mollets brûlent, mais vous continuez. En arrivant au village, il faut les recompter. 30, toujours 30, sauf une fois où Biscotte manquait à l'appel. Il était tranquillement couché dans l'abreuvoir, en train de se rafraîchir. Vous l'avez presque respecté. Les gens vous saluent du bout des lèvres. Ils n'aiment pas l'odeur, mais ils aiment le jambon. Contradiction classique. On veut la viande, pas celle qui la nourrit. Alors ce soir, allongez-vous. Imaginez les feuilles qui craquent sous vos pas, le grondement tranquille du troupeau, les grognements rythmiques qui bercent la fin de journée.
Vous êtes une gardienne, une guide, une maîtresse des chemins porcins. Vous entrez dans l'atelier avant le lever du soleil. Le bois craque sous vos pas. L'air est figé, encore saturé de l'odeur rance de la veille. Cire, sueur, laine poussiéreuse. Vous grimpez l'échelle grinçante qui mène au grenier et vous vous asseyez à votre place habituelle devant le métier à tisser. 12 heures vous attendent. Vous êtes tisseuse, à la chandelle. Et au silence, le grenier est votre monde. Faiblement éclairé par une rangée de bougies tremblotantes, il résonne des cliquetis du bois et des soupirs étouffés. On ne parle pas ici, pas par respect, par règle. Le maître d'atelier l'exige, pas un mot pendant la tâche. Un bruit de voix, c'est une erreur. Une erreur, c'est une perte. Une perte, c'est une punition. Votre métier à tisser vous connaît. Il grince à chaque geste, mais il répond. Vous poussez, vous tirez, vous pédalez, vous nouez. Le tissu prend forme lentement, fil après fil. La trame se tend, la chaîne se tord. Vous devenez mécanique, mais pas sans penser. Vous pensez à vos mains, qui bougent comme si elles étaient guidées par un sortilège. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes tisseuses de métier travaillaient en autonomie ou toujours sous la coupe d'un artisan masculin. Ce qui est certain, c'est que sans vous, les ateliers cesseraient de produire. Vos mains nourrissent les villes. La laine gratte. Le lin s'effiloche. Le chanvre vous coupe les doigts. Vos ongles sont fendillés, vos phalanges gonflées. Et quand le fil casse, c'est à vous de le rattraper. En silence. Toujours en silence. Il y a des règles absurdes. Vous n'avez pas le droit d'éternuer, ni de bâiller, ni de faire tomber votre navette plus de 2 fois par semaine. Oui, c'est compté. Vous avez essayé une fois de faire tomber exprès la navette pour respirer 2 secondes. Résultat, 2 coups de règle et une remarque acerbe. Vous n'avez jamais recommencé. Une anecdote vous revient. Une tisseuse a une fois osé broder un motif personnel dans un tissu destiné à un marchand. Une minuscule fleur cachée dans le repli. Elle a été renvoyée. Mais la fleur est restée. On dit qu'un jeune homme l'a repérée et qu'il a cherché la tisseuse pendant des mois. Qu'ils se sont mariés. Vous ne croyez pas à ces histoires? Mais parfois, vous aimeriez y croire. Votre tabouret est dur. Vos reins vous lancent. Vous avez cousu un petit coussin bourré de laine effilochée. Il ne sert à rien, sinon à vous rappeler que vous avez encore un soupçon de tendresse pour votre propre dos. Les jours se ressemblent. Tissu uni, tissu rayé, tissu à chevrons. Le rythme est toujours le même. Mais chaque pièce a une vie. Vous le sentez. Un drap pour un mariage. Une toile de lin pour un suaire. Une étoffe de laine pour la cape d'un messager. Votre tissu voyage plus que vous ne le ferez jamais. Vous comptez en fils. 10, 20, 100. Vous mesurez la progression au bruit. Un claque pour chaque centaine, une pause tous les 1000. Vous ne regardez pas l'horloge. Il n'y en a pas. Vous lisez la lumière qui descend lentement le long des poutres. Parfois, vos pensées vous trahissent. Vous imaginez un monde où vous pourriez tisser ce que vous voulez. Des formes étranges, des couleurs nouvelles, des motifs qui racontent votre histoire. Mais non, ici, on tisse ce qu'on vous commande. Et votre histoire, vous la brodez en silence, à l'intérieur de vous-même. Une rumeur a circulé dans l'atelier. Une fille serait devenue aveugle à force de fixer les fils au clair de lune. Vous n'y croyez qu'à moitié, mais vous clignez souvent des yeux, et vous rêvez souvent en motif. Quand la chandelle faiblit, vous travaillez encore. Quand elle s'éteint, vous soupirez. Pas de soulagement, juste la transition vers la fatigue du retour. Vous descendez l'échelle, lentement, en vous tenant au barreau comme à une corde de survie. On vous paie à la pièce, parfois en monnaie, parfois en fil à repriser. Un jour, vous espérez assez de fil pour faire un vêtement à votre mesure. Mais chaque fois,
Le fil manque de 3 doigts. Alors ce soir, reposez vos poignets. Fermez les yeux. Imaginez le glissement du fil, la navette qui file comme un poisson dans une rivière étroite. Vous avez tissé le monde aujourd'hui. Vous méritez un rêve sans nœud. La nuit est tombée depuis longtemps, mais votre service ne fait que commencer. Vous poussez la lourde porte en bois et entrez dans la maison close. L'air est tiède, chargé de parfums musqués, de sueurs séchées et de chandelles presque fondues. Vous n'êtes pas là pour recevoir les clients, vous êtes là pour surveiller, nettoyer, rattraper les pots cassés. Vous êtes garde-porte d'un bordel légal, officiellement domestique, officieusement pompier, arbitre et paratonnerre humain. Derrière vous, la serrure grince. Vous la testez une dernière fois. La maîtresse des lieux vous a confié la clé, pas parce qu'elle vous fait confiance, mais parce qu'elle ne veut pas s'en occuper. C'est vous qui accueillez les clients, vous qui filtrez, vous qui évaluez en un coup d'œil si l'homme est ivre, furieux ou simplement trop pauvre pour payer. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces gardiennes improvisées avaient des droits ou s'il s'agissait juste d'un rôle improvisé selon les besoins. Vous savez, c'est un rôle invisible, ingrat, mais sans vous, tout s'écroulerait. Votre poste est près de la porte, sur un banc usé. Vous y restez des heures, à moitié dans l'ombre. Vous entendez tout, les rires forcés, les disputes feutrées, les ordres donnés à voix basse. Et quand un cri devient trop aigu, c'est vous qu'on appelle. Vous entrez, vous intervenez, vous gérez, toujours sans faire de vagues. Une fois, un noble local est arrivé en titubant. Il a voulu entrer de force. Vous l'avez calmé avec un bol de vin et une menace chuchotée. Vous n'avez pas d'arme, mais votre voix peut devenir aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Il est reparti en trébuchant, la dignité malmenée, mais entière. Vous êtes aussi la concierge du lieu. Vous gérez les chambres, les draps, les lampes. Vous vous occupez de l'eau chaude, du linge, des capes oubliées. Si quelqu'un vomit dans un coin, vous nettoyez. Si quelqu'un s'évanouit, vous le tirez jusqu'à l'entrée. Et s'il faut raccompagner un client jusqu'à la porte à coups de balai, vous êtes volontaire. Il y a cette anecdote que vous gardez comme un petit bijou. Un jour, un clerc très pieux est venu, croyant entrer dans une auberge classique. Quand il a compris, il a failli s'évanouir. Vous lui avez offert une infusion, lui avez dit que c'était un ermitage expérimental, et il est reparti en murmurant un psaume. Il ne s'est jamais plaint. Vous avez même reçu une pomme en remerciement une semaine plus tard. Vous connaissez les filles. Pas seulement leur prénom de scène, mais leur vrai nom. Leur douleur, leur plaisanterie, leur fatigue. Vous leur tressez les cheveux, parfois. Vous cachez leurs lettres. Vous écoutez leurs sanglots quand le rideau est baissé. Vous êtes leur seule présence fiable. Mais ce n'est pas une relation douce. Parfois, elles vous rejettent. Vous êtes le rappel qu'elles sont coincées là. Vous êtes l'ordre, la règle, la surveillance. Alors vous gardez vos distances, juste assez pour qu'elles puissent venir à vous. Jamais l'inverse. Votre tenue est simple, pratique. Un tablier à poche pleine, clés, cordes, savon, quelques pièces. Votre voix est basse, votre regard tranchant. On vous compare parfois à une chouette. Vous prenez ça pour un compliment. Et bien sûr, quand il y a un scandale, une bagarre, une chute, un vol, c'est vous qui êtes convoqué. Où étiez-vous? Demande la maîtresse. Comme si vous pouviez être partout à la fois. Vous êtes humaine, mais on attend de vous l'efficacité d'un ange gardien. En silence, sans plainte. Les clients ne vous regardent pas. Ou alors de travers. Vous êtes un obstacle, un visage qui ne sourit pas, une paire d'yeux qui se souvient. Vous n'êtes pas là pour séduire. Vous êtes là pour éviter le chaos. Parfois, vous rêvez de partir. Pas forcément loin. Juste quelque part où personne ne frappe à votre porte à minuit en criant qu'un homme a volé ses chausses.
Mais à quoi bon rêver? Ce lieu est votre théâtre. Et vous en êtes la technicienne invisible. Les draps, vous les lavez dans l'arrière-cour, à l'eau tiède et aux herbes. Vous frottez les taches, les pliez, les suspendez. Vous avez développé un talent particulier pour faire disparaître toute trace. C'est presque un art. Presque. Une autre fois, une cliente, rare mais pas impossible, a oublié son collier. Vous l'avez retrouvée coincée dans une latte du plancher. Elle est revenue, paniquée. Vous lui avez tendu le bijou avec un sourire. Elle vous a donné une pièce d'or. Vous l'avez échangée contre 10 chandelles et un nouveau balai. Alors ce soir, fermez les yeux. Entendez le grincement du parquet, la clé qui tourne doucement dans la serrure, le murmure des voix qui s'éteignent peu à peu. Vous êtes la gardienne de ce monde étrange. Ni dedans, ni dehors, mais essentiel. Il y a quelque chose de solennel dans l'attente. Vous êtes là, debout dans l'ombre de la halle communale, à côté d'un banc de bois sur lequel sont posées des cordes, un bâton, un vieux rasoir émoussé. Vous n'êtes ni soldate, ni bourreau officiel. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vous qu'on a désigné pour exécuter la punition. Officiellement, ce n'est rien, juste une correction, une flagellation, peut-être une tonte publique, un marquage symbolique. Mais la réalité est moins abstraite. Le vrai bourreau est parti. Déplacement, maladie, fuite, qui sait? Et dans le silence gêné de la communauté, quelqu'un a prononcé votre nom. Vous avez la main ferme. Vous êtes veuve. Vous êtes disponible. Les historiens se disputent encore sur l'existence de bourrelles ou d'exécutantes féminines ponctuelles dans les communautés rurales. Les archives sont rares. Mais il est certain que dans les petits bourgs, quand il fallait faire appliquer la peine et que personne ne voulait, une femme sans statut fort, mais avec une certaine autorité silencieuse, devenait le bras de la justice. Ce matin, on vous a remis les instructions. L'homme est accusé de vol. Il faut lui tondre la moitié du crâne et lui administrer 10 coups de bâton. Pas assez pour le blesser gravement, juste pour le marquer, pour que la honte reste accrochée à sa nuque. Vous avez préparé les outils, vous les avez nettoyés par réflexe. Vous n'avez pas envie d'infection. Pas pour lui. Pour vous, si quelque chose tourne mal, c'est votre nom qu'on criera dans la rue. Quand il arrive, menotté, entouré de 2 hommes, il évite votre regard. Il a honte, c'est sûr, mais pas de vous. De lui-même, du public, de cette mise en scène ridicule. Vous non plus, vous n'en tirez aucune fierté. Une anecdote revient à votre esprit, vieille de quelques années. Une autre femme, désignée pour attacher un adolescent, pris en flagrant délit de vol de pommes. Elle avait refusé. Le prévôt l'avait accusée de complicité. Elle avait été fouettée à sa place. Depuis, les refus se font rares. Vous attachez l'homme au pilier. Vous nouez les cordes rapidement, sans brutalité. Pas par pitié. Par économie de geste, vous prenez le rasoir, tondez la moitié de son crâne. Les cheveux tombent lentement comme des feuilles en automne. Il frissonne, mais ne parle pas. Puis viennent les coups. Votre bras tremble à peine. Le bâton fend l'air avec un sifflement sec. 1, 2, 3, il grogne. Vous continuez. 8, 9, 10. Et puis le silence. Pas un silence victorieux. Un silence épais, poisseux. Vous le détachez. Il ne vous regarde toujours pas. Il part en boitant. Vous rangez les cordes, le bâton, le rasoir. Personne ne vous remercie. On ne remercie pas celle qui exécute. Les jours suivants, les gens vous évitent. On vous salue à peine. Vous sentez leur malaise, comme si vous étiez devenu contaminé. Et pourtant, c'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont approuvé. Votre rôle ne s'arrête pas là. On vous demande aussi de tenir le registre des châtiments. Vous y consignez les peines infligées, la météo, l'état de l'accusé. On vous demande même si le sang a coulé. Vous écrivez « non » par fierté, parce que vous n'avez pas frappé pour tuer. Une nuit, on frappe à votre porte. Une femme pleure, elle vous demande d'intervenir. Son mari la bat.
Elle veut que vous lui parliez, pas comme une voisine, mais comme celle qui fait peur maintenant. Vous hésitez. Vous y allez? Vous parlez. Il recule. Et c'est la première fois que vous ressentez autre chose que du poids. Les gens murmurent. Vous êtes devenu une présence. Pas tout à fait un monstre. Pas tout à fait une femme. Une frontière ambulante entre la loi et le quotidien. Vous ne dormez pas bien. Les gestes vous reviennent, les bruits, les regards. Mais vous tenez. Vous êtes solide. Comme un arbre qu'on n'aime pas, mais qu'on n'ose pas abattre. Alors ce soir, relâchez vos épaules. Imaginez les cordes que vous défaites, les objets que vous rangez, le banc vide sous la lune. Vous avez été le bras de la justice. Mais ce n'est pas votre essence. Ce n'est qu'un rôle, un masque. Et il est temps de l'enlever. Le feu crépite doucement dans l'âtre. Dehors, la nuit enveloppe les maisons d'un silence feutré. Et vous reposez enfin. Votre corps a porté des seaux, tordu des peaux, gratté la laine, soulevé des porcs, lavé des draps, tissé des fils, tenu des cordes. Chaque métier, chaque geste, chaque routine pénible a laissé une empreinte dans votre chair et dans vos souvenirs. Mais maintenant, tout cela s'estompe. Le bâton devient brindille. Le cri devient soupir. L'eau glacée devient brume tiède. Vous avez traversé des siècles de labeur, d'injustice, de ruse et de résilience. Vous avez tenu tête à la boue, au feu, au silence et à l'oubli. Et dans cette dernière expiration de la nuit, vous n'êtes plus une servante, ni une tisseuse, ni une bourrelle. Vous êtes simplement. Alors laissez le monde médiéval s'effacer. Fermez les paupières. Respirez lentement. Chaque souffle vous éloigne un peu plus de la douleur. Chaque battement ralentit avec tendresse. Vous êtes au chaud, en sécurité. Les métiers peuvent attendre. Le jour peut attendre. Le sommeil, lui, est là.